imaginez bien qu'il ne m'appartient pas de commenter cette dernière phrase dont je vous laisse la paternité et surtout la responsabilité. D'abord, ce mot, enfin, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est que ce havre? Il y a des livres où on parle de Locke, de Leibniz, où on est à la fois nombreux et entre nous. C'est un endroit merveilleux, je veux dire, c'est un honneur d'être ici. Donc l'honneur est pour moi. L'honneur est pour moi, plus que l'honneur, le plaisir est pour moi. Et à ce plaisir s'ajoute une vraie tristesse, cela dit, puisque vous êtes l'un et l'autre, vous avez mentionné l'un et l'autre Jean-François Mattei. Le hasard de la discussion sur le désir fait que je m'apprête pour ma part à vous présenter deux versions du désir. Une version qui me semble-t-il, et voilà, une version qui est directement inspirée de Platon, dont on va reparler, peut-être un peu différemment, mais dont on va reparler, et une version qui est inspirée de Camus, Albert Camus. Or, je ne connais qu'un seul philosophe qui avait su harmonieusement agencer ces deux pensées si antagonistes en apparence, et bien sûr. Et c'est Jean-François Mattei, que vous connaissez tous, donc voilà, c'est un monde où tout le monde connaît Jean-François Mattei, c'est un monde meilleur. Jean-François Mattei, qui était un type merveilleux et généreux, avait cette générosité justement de combiner des pensées qui en apparence étaient complètement antagonistes, comme Platon et Camus. Autour de la question de la mesure, il y trouvait un point commun, et la question de l'indignation. L'homme indigné de Jean-François Mattei est un livre absolument remarquable, tout comme d'ailleurs son prochain livre, qui s'appelle L'homme dévasté. L'homme dévasté, qui sera donc son livre posthume. Jean-François Mattei a poussé l'amour de Camus jusqu'à faire paraître son dernier livre après sa mort. Il a être lui-même victime d'une mort absurde. C'est un jeune homme qui a disparu. On n'a pas l'âge de ses années, hein. On a l'âge de son rapport au monde. C'est un jeune homme, et nous qui en sommes en un sens les héritiers sommes, et je l'espère ici, les héritiers d'un jeune homme. Ce qui est d'ailleurs, je termine cette parenthèse, assez camusien, puisque dans le premier homme d'Albert Camus, les plus belles pages du premier homme, à mon avis, sont les pages où le narrateur, Cormery, se retrouve devant la tombe de son père, mort à la guerre en 1900. Vraiment, c'était au début de la guerre, au début des hostilités. Enfin, c'est un personnage de fiction, mais c'est Camus. Et il se retrouve devant la tombe de son père, et il fait un calcul, il s'aperçoit que son père est mort à 29 ans et que lui-même en a 40. Et il constate qu'il est l'aîné de son père, et que être le premier homme, c'est aussi cela. C'est être l'héritier d'un homme qui est à jamais plus jeune que soi. Et c'est en ce sens-là, en tout cas, que je veux penser que nous en sommes les héritiers. Alors je vais essayer d'être à la hauteur de cette assemblée magnifique, attentive, et des exposés de mes deux camarades. Et je voudrais, pour commencer, pour ce faire d'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, contredire immédiatement ma camarade de gauche, en lui proposant un texte de Camus sur Don Juan dans le mythe de Sisyphe. Je suis beaucoup moins sévère que vous avec Don Juan. Voici le texte de Camus. On clôt cette parenthèse après, je le laisse à votre sagacité. C'est dans le mythe de Sisyphe que vous avez tous probablement, d'ailleurs, on est dans un monde parallèle ici. Enfin, Don Juan est-il égoïste? À sa façon sans doute, mais là encore il s'agit de s'entendre. Il y a ceux qui sont faits pour vivre et ceux qui sont faits pour aimer. Don Juan, du moins, le dirait volontiers. Mais ce serait ici par un raccourci comme il peut en choisir. L'amour dont on parle en général est paré des illusions de l'éternel. Or, tous les spécialistes de la passion nous l'apprennent. Il n'y a d'amour éternel que contrarié. Il n'est guère de passion sans lutte. Un pareil amour ne trouve de fin que dans l'ultime contradiction qui est la mort. Il faut être Werther, bien. Là encore, il y a plusieurs façons de se suicider, dont l'une est le don total et l'oubli de sa propre personne. Don Juan, autant qu'un autre, sait que cela peut être émouvant. Mais il est un des seuls à savoir que l'important n'est pas là. Il le sait aussi bien. Ceux qu'un grand amour détourne de toute vie personnelle s'enrichissent peut-être, mais appauvrissent à coup sûr ceux que leur amour a choisis. Une mère, une femme passionnée ont nécessairement le cœur sec, car il est détourné du monde. Un seul sentiment, un seul être, un seul visage, mais tout est dévoré, tout est dévoré. C'est un autre amour qui ébranle Don Juan, et celui-là est libérateur. Il apporte avec lui tous les visages du monde, et son frémissement vient de ce qu'il se connaît périssable. Don Juan a choisi d'être rien. Il s'agit pour lui de voir clair. Nous n'appelons amour que ce qui nous lie à certains êtres, que par référence à une façon de voir collective, et dont les livres et les légendes sont responsables. Mais de l'amour, je ne connais que ce mélange de désir, de tendresse et d'intelligence qui me lie, provisoirement j'ajoute, à tel être. Ce composé n'est pas le même pour tel autre. Je n'ai pas le droit de recouvrir toutes ces expériences du même nom. Cela dispense de les mener des mêmes gestes.
L'homme absurde multiplie encore ici ce qu'il ne peut unifier. Ainsi découvre-t-il une nouvelle façon d'être qui le libère, au moins autant qu'elle libère ce qui l'approche. Il n'y a d'amour généreux que celui qui se sait en même temps passager et singulier. Ce sont toutes ces morts et toutes ces renaissances qui font pour Don Juan la gerbe de sa vie. C'est la façon qu'il a de donner et de faire vivre. Je laisse à juger si l'on peut ici parler d'égoïsme. Je clôt cette parenthèse camusienne pour vous dire que l'essentiel en philosophie n'est pas d'être d'accord. L'essentiel en philosophie est d'être d'accord pour ne pas être d'accord. L'essentiel en philosophie est de ne pas tenir la contradiction pour une offense. Car c'est le contraire. C'est exactement le contraire. Et d'ailleurs, avec Mattei, on n'a pas arrêté de s'engueuler, mais chaque engueulade était une façon d'affermir l'affection que vous pouvez nous lier, vous connaissez ça comme moi. Alors, j'en viens au sujet d'aujourd'hui, je parle du désir, pardonnez-moi ce trop long préambule, j'en viens au sujet d'aujourd'hui et je voudrais partir d'abord d'une histoire qui se trouve dans le banquet de Platon, dont vous avez si bien parlé. Vous n'avez pas parlé du banquet, vous avez parlé du livre 9 de la République, mais vous avez bien parlé de Platon et je voudrais essayer, dans votre foulée, d'évoquer un tout petit peu le banquet. Dans le banquet de Platon, il y a une scène qui a inspiré à Gainsbourg une chanson. Qui dit le lendemain faites revenir ce cœur bien tendre, jouer du Chopin, etc. Vous savez, quelqu'un qui veut séduire quelqu'un qui n'y arrive pas. À la fin du banquet, pour mémoire, hein, le banquet, ce sont des camarades, Socrate, Aristophane, Agathon, Pausanias, Eryximaque, qui se réunissent pour parler d'amour, et chacun y va de son discours sur l'amour. Alors il y a un très beau discours que Platon prête à Aristophane, il y a le discours de Socrate sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Et puis à la fin, il y a l'arrivée d'Alcibiade. Alcibiade, c'est le général athénien. Alcibiade, c'est le beau garçon. C'est celui que tout le monde désire, justement. C'est celui qui plaît à tout le monde. C'est celui à qui on ne refuse jamais rien. Alcibiade arrive, ivre-mort, ivre-vivant, et il voit Socrate en train de caresser Agathon. Tout ça se lit en terminale, hein, vous savez, on devrait même le lire avant d'ailleurs. Et il voit Aristophane, et il voit Socrate en train de caresser Agathon, littéralement de lutiner Agathon. Et Alcibiade, là, il lui dit quand même, Socrate, tu charries, enfin, il ne lui dit pas comme ça, il lui dit, tu exagères alors que moi, tu t'es refusé à moi. Ah bon, disent les convives, oui, dit-il, cet homme-là que vous voyez, ce diable d'homme-là, m'a infligé une douleur, je me sens comme mordu par un mal de vipère. Ah bon, dit-il, mais tiens, raconte-nous, camarade, ton histoire, assieds-toi donc, prends place à côté de Socrate. Bon, Alcibiade s'assoit et il raconte son histoire. Et alors voilà, figurez-vous cet animal-là, un soir, plus exactement, regardez-le, d'abord il dit regardez-le, regardez comme il est laid. Tout le monde regarde Socrate, et effectivement, Socrate est une grande laideur. Il y a une tradition des philosophes qui font grand cas de leur laideur. Socrate faisait de sa laideur physique la preuve de sa beauté intérieure. Sartre a fait de sa laideur physique la preuve de sa laideur physique. Mais, ce qui est assez fort aussi, hein, ce qui est peut-être plus fort, peut-être plus honnête. Enfin, c'est pas le débat. La laideur est un sujet passionnant, parce que c'est vraiment, c'est de toutes les beautés, c'est la plus intéressante. Donc, Alcibiade dit, regardez cet homme comme il est laid, on dirait un bœuf, et regardez-moi comme je suis beau. Il dit, alors je me suis fait le raisonnement suivant, je me suis dit, bon, je suis beau, il est laid, je le raconte en substance, je suis beau, il est laid, il est extrêmement intelligent, et je le suis nettement moins que lui. On va faire un échange de bons procédés, ce sera du gagnant-gagnant, comme dirait Ségolène. Je vais coucher avec Socrate, un peu de ma substance passera en lui, et en retour, un peu de son savoir passera en moi. Alors il se fait ce calcul-là. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il invite Socrate à dîner. Socrate arrive, s'installe, mange fort civilement. Socrate arrive toujours en retard et pourtant il est extrêmement poli. Donc tout ça se passe assez gentiment. Il y a des musiciens, il dîne seul avec Alcibiade, il est content, il discute, et puis à la fin du repas, il dit merci, mon brave, et puis il s'en va. Bon, et pas à peine le temps de lui dire au revoir. Le lendemain, faites revenir ce cœur bien tendre, Alcibiade réinvite Socrate, Socrate arrive, un petit peu plus tard, un peu moins de musiciens, il tamise un peu la lumière, il met moins de bougies, etc., etc. Le repas s'achève, et puis Socrate s'est dit, écoute, merci, c'était délicieux, 2 fois, vraiment, je me régale, je m'en vais. Troisième soir, Alcibiade, qui n'a vraiment pas l'habitude qu'on le traite comme ça, réinvite Socrate, mais alors carrément tard. Il n'y a plus de musiciens, il a une bougie, il mange à manger, bon, c'était l'usage,
puis à la fin du repas, Alcibiade lui dit innocemment, du coup, Socrate, il est vraiment trop tard pour que tu rentres, c'est dangereux, les rues, la nuit, le métro, etc. Écoute, reste. Ah, mais dit Socrate avec plaisir, comme tu es généreux, comme tu es aimable, bien sûr, bien sûr. Et si tu le veux, Socrate, tu peux t'allonger ici. Mais très bien, et si tu le permets, je m'allongerai près de toi. Mais avec joie, dit Socrate. Socrate s'allonge, Alcibiade s'allonge contre Socrate, derrière. Et Socrate s'endort. Et là, le texte, ce que je vais vous dire, se trouve dans le banquet de Platon. Socrate, tu dors. C'est dans le texte. Ah non, plus maintenant. Sais-tu à quoi je pense? Non, lui dit Socrate, il parle. Et alors Alcibiade lui raconte son histoire, lui dit voilà, je suis beau, tu es laid, je suis bête et tu es intelligent, on va faire un échange. Et Socrate lui dit, mais tu sais mon bon, de deux choses l'une, soit tu as raison, soit tu as tort. Mais alors si tu as raison, tu me proposes d'échanger de l'or contre du cuivre. Parce que ta beauté qui n'est que l'expression provisoire, incarnée, temporaire, de la beauté véritable, dont elle est effectivement une expression, enfin une expression provisoire, ta beauté elle va passer. Ta beauté ça dure pas, mais mon intelligence, l'intelligence que tu me prêtes, si je suis effectivement de ce métal-là, moi, mon intelligence, elle est immarcessible, elle est immuable, elle ne bougera pas. Donc non, vraiment, excuse-moi, on a vraiment mieux à faire qu'à coucher ensemble. Plutôt que de verser dans la fascination, dans l'hypnose pour nos corps provisoires, et en plus le mien n'a rien d'enviable, de désirable, plutôt que de verser dans la fascination pour l'hypnose, pour le corps, élevons-nous jusqu'à l'idée dont nos corps sont, dont ton corps surtout est l'expression provisoire, l'idée du beau. Et c'est ainsi, sous la forme d'un râteau, comme on dit, mais d'un vrai râteau, qu'Alcibiade prend sa première leçon de philosophie.